Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va parler d'un concept clé du jeu, l'adaptation. L'adaptation, c'est une nécessité en société. Dans koh Lanta, c'est la même chose. D'abord parce que les situations sont changeantes, c'est un jeu à rebondissement. Et deuxièmement, car il y a un système de vote à l'intérieur du jeu pour désigner les éliminés et le vainqueur. J'ai abordé la question dans un premier temps en analysant les personnalités. On va commencer par le MBTI. Dans le MBTI, les personnalités les plus à l'aise avec le changement, ce sont les EP, extravertis qui aiment une vie décontractée, flexible. Évidemment, dans l'autre sens, ça veut dire que ce sont les IJ, introvertis qui aiment une vie organisée, qui sont le moins à l'aise avec la notion de changement. En fait, les EP, et dans une moindre mesure les IP, s'adaptent facilement, on pourrait dire naturellement. De l'autre côté, pour pallier au malaise face à la nouveauté, l'arme des J sera l'anticipation. Donc tout le monde s'adapte en fait, mais pas de la même façon. Certains spontanément et d'autres par anticipation. Dans koh Lanta, je dirais que contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas de gros avantage à aimer le changement. Ceci étant dû au fait que, ok, c'est un jeu à rebondissement, mais en réalité, il y a peu de rebondissements qui prennent au dépourvu. Ce sont des rebondissements prévisibles. Koh Lanta suit la même trame depuis belle lurette, donc on peut s'appuyer sur quelques certitudes. Par exemple, je suppose qu'il y aura une redistribution des équipes, je suppose qu'il y aura une réunification. À cause du fait que les événements futurs comme ça soient prévisibles, ça rend l'anticipation moins risquée. Parce que oui, à la base, une anticipation, c'est un risque. On spécule, on suppose l'avenir. Quand la supposition s'avère fausse, ça déjoue les plans. Imaginez un candidat qui suppose que la finale se jouera à 2, et finalement non, elle se joue à 3. La stratégie qu'il aura déployée pendant le jeu n'aura pas été aussi efficace que ce qu'il pensait. Globalement, le MBTI va plutôt indiquer la faculté d'adaptation face aux conditions. C'est pour ça que je pense que la notion de changement fait beaucoup de sens. Alors bien sûr, un changement comporte aussi des changements de personnes à côtoyer. Mais finalement, c'est essentiellement le cadre, le changement de cadre qui va déranger les IJ et qui va faire plaisir aux EP. Les IJ, ils jalousent leur emploi du temps, le changement, ça casse la routine, ça désorganise la vie. C'est ça qui embête. Quand on est obligé d'anticiper le changement, ça veut dire qu'on l'aime pas. Voilà pour le MBTI. Ensuite, d'un point de vue de l'énéagramme, les énéatypes réputés pour être adaptables, c'est ce qu'on appelle le triangle. Ce sont les 3 types sur la figure, reliés entre eux, qui forment un triangle. Ce sont les types 3, 6, 9. Pour des raisons complètement différentes, le 3 veut plaire, car il confond son identité avec ce que les autres pensent de lui. Le 6 veut créer un climat de sécurité, et le 9 ne veut pas faire de vagues pour se sentir en paix. Je viens de dire que le MBTI est à rapprocher d'une adaptation aux conditions. Et bien là, les types les plus adaptables d'un point de vue de l'énéagramme impliquent davantage une faculté d'adaptation au niveau humain. Là voilà la différence entre les deux modèles. Les 3-6-9 sont obligés d'avoir une gestion de leurs relations humaines pour assouvir leurs désirs de base. On pourrait presque rajouter le 2 qui s'adapte ou même fusionne émotionnellement, mais ça s'arrête là. Car en fait, le 2 cherche plutôt à imposer son aide. Le 2 pense à l'autre, mais ne pense pas comme l'autre. Il agit pour l'autre, mais n'agit pas comme l'autre. Ce qui est différent du 9, l'autre type de l'énéagramme qui est fusionnel, pour qui la fusion est un miroir. Il fait comme les autres, il se fond dans la masse. Ensuite, le 6 n'est pas vraiment fusionnel, mais il s'adapte à une échelle plus large, je dirais. Il s'adapte à ce que le groupe attend de lui. Il individualise moins l'adaptation.
Souvent pour le 6, c'est une adaptation aux règles que prône le groupe, aux règles formelles ou informelles. Enfin, le 3 va s'adapter activement en cherchant à connaître ce que valorisent les autres. Et en fait, précisément, le 3 ne s'adapte pas aux autres comme le 9. Il s'adapte à ce que valorisent les autres. Et comme chaque personne est différente et que tout le monde valorise des choses différentes, le 3 peut passer pour un caméléon à cause du mensonge à soi-même, puisqu'il y a un changement d'objectif pour avoir de la valeur aux yeux de chaque personne. Bon, c'est un peu compliqué à démêler cette histoire d'adaptation. En récapitulatif simplifié, ça donnerait ceci. Les EP aiment la nouveauté et s'adaptent spontanément, pas besoin d'anticipation. Le 3 s'adapte aux attentes d'autrui. Le 6 s'adapte aux règles fixées par autrui. Et le 9 s'adapte aux désirs d'autrui. La formulation pour les types 3 et 9 se ressemble. Pourtant, c'est pas la même chose. Le 3, c'est de l'adaptation active. Dis-moi ce que tu aimes et je le fais avec succès pour avoir les yeux braqués sur moi. Tandis que le 9, c'est de l'adaptation passive. Dis-moi ce que tu aimes, tu le fais et moi je ferai pareil pour passer incognito. Ou si c'est un avis, je serai d'accord avec toi pour passer incognito. Maintenant, on va mélanger les deux modèles. Par déduction théorique, les personnes les plus adaptables, tant sur le plan des conditions que sur le plan humain, ce sont toutes les combinaisons des EP avec les types du triangle 3, 6, 9. Ce qui nous fait 12 combinaisons au total. On pourrait appeler ça des personnes super adaptables. Par curiosité, j'ai regardé si certaines de ces combinaisons étaient statistiquement fréquentes. Alors, ce genre de stats, c'est jamais très précis, ce serait impossible. Vous voyez que parfois le total ne fait pas 100, il y a des arrondis, donc ça donne juste une idée de grandeur. Là, clairement, le constat qui se dégage, c'est qu'il y a un fort pourcentage des nés à type 7. Le 7 qui rêve de liberté, donc c'est confortable pour lui d'aimer vivre spontanément. Par ailleurs, le 7, j'en ai pas parlé, et c'est souvent quelqu'un de très relationnel qui aime charmer, mais dans le fond, il est tourné vers l'intérieur. Donc c'est son plaisir personnel qui passe avant tout. C'est sa limite à l'adaptation humaine, préserver son espace de liberté. Après, là, si on fait un zoom et qu'on se concentre uniquement sur les types du triangle, du coup, on voit que les personnes super adaptables, c'est assez rare en fait. Sur les 12 combinaisons, il n'y a guère que le ESFP des nés à type 9 qui sont, on va dire, moyennement représentés, et à la limite, les ESTP des nés à type 3. Si je devais citer des exemples concrets dans l'histoire du jeu, Loïc des 4 terres me semblait être un ESFP de type 9. Sinon, Jean-Philippe de l'année dernière, le totem maudit, me faisait penser également à un ESFP, mais de type 3, bien sûr. Alors maintenant, plus concrètement, s'adapter, pourquoi, comment? Pourquoi? Parce que l'adaptation aux autres, c'est la base du jeu exploitant. Un jeu exploitant, c'est le fait de jouer en fonction des autres. Le critère d'influence de notre façon de jouer, c'est la façon de jouer des autres, ou de penser des autres. Le jeu exploitant, c'est indispensable pour augmenter ses chances de succès dans un jeu comme Koh-Lanta, où l'adversité sera loin d'avoir un jeu parfait. Alors, plus de détails dans le paradoxe de Koh-Lanta. Et comment? Question intéressante. Je sais que certaines personnes voient l'adaptation d'un mauvais œil. Ils vont assimiler ça à un manque d'affirmation, un manque d'authenticité. Dans le pire des cas, ça peut être associé à quelque chose de fourbe, de malsain. En fait, la fourberie se cache dans l'intention. L'adaptation en tant que telle, c'est pas fourbe. Ça peut même être au service des autres. Quand on fait une négociation, on s'adapte forcément un peu. On écoute l'opinion des autres. Ah ok, toi tu préfères voter bidule. Il faut qu'on se mette d'accord alors. C'est tout bête, mais ça, c'est de l'adaptation. La recherche de son bénéfice peut aller de pair avec celui des autres. Une adaptation gagnante-gagnante, en somme.
Quand vous parlez espagnol à un espagnol, vous vous adaptez à son langage. Il n'y a rien de méchant, c'est juste pour communiquer plus efficacement. Ensuite, koh c'est un jeu stratégique. Quoi de plus normal de manquer un peu de naturel quand on essaye de gagner un jeu stratégico-social? C'est comme si vous allez passer un entretien d'embauche. Vous pouvez la jouer honnête si vous voulez, hein, mais faut pas venir vous plaindre si vous n'avez pas été pris. Et puis, il faut bien le dire, le mensonge a une grosse utilité sociale. Imaginez si vous étiez tout le temps obligé de dire la vérité. Vous allez arriver au bureau un matin et dire à votre chef que c'est un gros con. Mais non, vous pouvez pas. Sinon, vous allez être viré. Et puis, c'est pas sympa. Sans aimer l'autre, vous pouvez vous passer de le critiquer. Alors tout ça, ça me fait penser à un film avec Jim Carrey qui s'appelait Menteur, menteur en français. En fait, c'était un avocat et sa fille, un jour, fait le souhait que son père ne puisse plus jamais mentir. Sauf que du coup, il peut plus faire son métier, s'il est souvent à la limite du mensonge dans ses plaidoyers. Et la morale de l'histoire, c'est qu'il apprend à sa fille que dans la vie, il faut mentir. Le mensonge n'est pas toujours négatif, hein. C'est une question de savoir-vivre en société. Et dans koh c'est pareil, hein. Quand quelqu'un vient vous demander si vous avez un collier, c'est pas malsain de laisser la personne dans le flou. Ça va vous aider à rester dans le jeu. Donc pour répondre à la question comment on s'adapte, d'abord, je dirais ne pas être dans l'exagération, commencer à feinter les relations, tout ça. Ça, c'est le début de l'overplay, hein, donc vaut mieux pas le faire. Se contenter d'une adaptation proche de ce que chacun connaît dans la société suffit. Le combat à mener, c'est pas dans l'intensité, hein, mais dans la direction. Observer ce que les autres jugent négativement, prendre le contre-pied de cela pour se constituer une image perçue positive. Je donne des exemples classiques. C'est mal perçu de se la raconter après une victoire, donc je vais rester modeste. De ne pas donner le confort à un tel car les autres lui auraient donné, donc je lui donne. De faire de la stratégie agressive, donc j'en fais pas. De rester inactif sur le camp, donc je m'active. D'abandonner sur une épreuve de patience, donc je vais au bout de mes forces, et ainsi de suite. Enfin voilà, rien de compliqué au final, hein. Encore que, pour certains égos, si, c'est compliqué. Surtout si les personnes sont désintégrées. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez à autre chose que je n'aurais pas développé dans la vidéo. Et merci d'avoir regardé, et à bientôt. Maatane.